C'est là qu'ils nous ont tatoués. 159 637. On n'avait pas le droit de dire nos noms, ça fallait dire en polonais 46 645. Voilà. Voilà. Tiens-toi, tu te rends compte des années qu'il a déjà? 173 708, je connais par cœur. 76 655. Et vous savez avec quoi ils ont fait ça? Avec un porte-plume. Ça suppurait. Il n'y avait pas d'hygiène. 78 660. Alors moi, j'ai le tatouage 174 974. 41, 72. And I was here and here. I was 10 years old, 10 and a half years old. On January 27, 1945, Russian troops discovered the camp of Auschwitz. They did not yet realize that over 1 million people had been murdered there. It was the largest killing factory ever created by mankind. No one was ever meant to survive. Quand j'ai été rapatrié des camps, je pesais à mon retour 16 kilos. Comment, en 9 mois, comment on peut détruire quelqu'un? Tout ce que moi j'ai souffert, personne ne peut comprendre. Personne. For nearly 10 years, as part of the documentary series The Last Ones, Sophie's been collecting the testimonies of Holocaust survivors in France. In recent years, I've been doing the same in the United States. Hi, David. Here, 28 survivors of Auschwitz share their testimonies. Their stories trace the journey of a deportee from this camp. Les souvenirs, quand ils me revenaient, c'était comme si quelqu'un me tirait dessus. I didn't speak about my experience for 50 years after. Toi, faut que tu vives, faut que tu racontes tout ce que... Tu racontes tout. Quand tu vas sortir, alors tu vas te parler, tu vas dire comment ça se passe ici. Avant de partir, témoigner encore une fois pour que la jeunesse apprenne tout ce qui s'est passé quand même. Quand les Français étaient à la porte ici, là, ce que j'ai fait, mon père était caché ici, et j'ai fermé la porte. Il y avait un placard grand ici, là, tout le long là. D'accord. Oui. Mais il a regardé par la fente. Et puis quand ils sont arrivés à la porte, ils m'ont mis les menottes à la main. Quand ils ont mis les menottes à la main, il est sorti du placard. Il a entendu qu'on vous arrêtait? Oui. Et du coup, il a pas voulu vous laisser... Non, il n'a pas voulu me laisser seul. Hein. Donc il est sorti de sa cachette comme ça et... Et moi j'ai pleuré pour être sorti. Across Europe, the deportation of Jews is underway. In France, arbitrary arrests and mass roundups, including the infamous Veldiv, are carried out with the complicity of the French police. On nous a poussés dans les autobus à la plateforme, alors avec les valises sur la plateforme, et nous, à l'intérieur, on était serrés comme des sardines. On a traversé tout Paris pour arriver au Veldiv. Et quand on demandait aux policiers ce qu'on allait faire de nous, ils nous disaient « on va vous envoyer travailler en Allemagne ». Et puis, vers 5 heures de l'après-midi, on a vu arriver des fauteuils d'handicapés avec des paralysés, des amputés, et puis des brancards avec des moribonds. On voyait que les gens allaient mourir. Ma mère me dit ça, on nous a menti. On ne peut pas employer ces gens-là à travailler. Ils se préparent quelque chose de très mauvais. Il faut qu'on s'évade. Le 2 septembre 1943, il leur fallait à peu près, les convois étaient de 1000 personnes. Comme il leur fallait leurs 1000 personnes, ils sont venus, d'ailleurs ici dans ce quartier, dans la maternité de Rothschild, et ils ont arrêté des femmes qui venaient d'accoucher. Et à côté, il y avait la maison de retraite, d'ailleurs, qui existe toujours. Et ils ont, pour compléter ce convoi de 1000 personnes. Donc on n'est pas... Comment? Des femmes qui venaient d'accoucher. Qui venaient d'accoucher avec les bébés. Quand je monte dans l'immeuble, le type de la Gestapo me demande mes papiers. Il voit ma carte d'identité, encore tampon jupe dessus. Et puis voilà, on est arrêté. J'étais arrêté par la Gestapo, devant tout le monde, quand ils ont fait les rafles, baisse ta culotte. Parce que tu avais des papiers qui faisaient croire que tu n'étais pas juif. Ben voilà. Donc ils ont voulu vérifier. Alors moi, j'ai pas voulu baisser non plus ma culotte. Alors il me l'a dit d'abord en allemand. Die Hosen runter, ça veut dire des pantalons, il faut baisser le pantalon. Je ne l'ai pas fait. Ouais. Je n'avais pas du tout envie de le faire. J'imagine. Et
Surtout, j'étais gêné. On n'avait pas l'habitude de se montrer à poil, hein, montrer notre sexe et tout. Ils t'ont déshabillé de force? Oui, de force, mais oui. Comme ça dans la rue? Oui, devant tout le monde. In Eastern Europe, Jews are confined to closed, unsanitary quarters where they die daily from mistreatment or impetuous executions. Then they formed the ghetto. Several ghettos in the city, and they collected all the people around the city and the neighboring towns. And the ghetto, one of the ghettos started on my side of the street. They boarded up our windows and doors, and we couldn't get out front. Il y avait des actions. Achtung, Achtung. L'ordre est donné de fermer les volets, les fenêtres, mais la porte ouverte. Qu'on ne voit pas ce qui se passe dans la rue et que les Allemands puissent rentrer facilement. Alors ils rentraient, ils fusillaient sur place des gens. It was the last day of Passover. 5 o'clock in the morning, Sunday morning, they were knocking on the window. Neighbor, get up, because by 10 o'clock in the morning, you have to be at the schoolyard. If you're not going to show up there, the gendarme, because there's no police, there's gendarmes, will come and get you. So they transferred us to a brick factory. 50, 60, 70 families to it. The people were trying to hang up sheets to have some privacy. Families should have some terrible conditions, very little food. And we spent about 3 weeks there. And one morning they announced, get up, give up all your personal belongings, mainly meant jewelry or money. That's what they were after. And naturally, we obeyed. We didn't look at anybody that started crying and screaming. They would hit him with the whip and whatnot. So we were like animals to the slaughter. You know, we didn't say a word. We didn't do nothing. We were scared stiff. We didn't know where we were going. In France, many Jews are imprisoned in the Drancy camp, a housing complex near Paris that has been turned into a prison. On y reste quelque temps à Drancy. Bon, le commandant du camp, il vient nous faire un speech. Alors il nous dit que le Führer, voilà, une histoire qui ne tient pas debout, là, évidemment, le Führer, il veut rassembler les Juifs en Pologne. Il y aura des cinémas, il y aura des théâtres, il nous raconte une histoire, on formera comme une petite ville, voilà. On nous emmène à la gare. Et là, tout le monde assis attend son train. Alors, ça pouvait être des heures. Et puis, tout d'un coup, il y a un train qui arrive. Ah, le voilà. Ah, mais non, monsieur, non, c'est un train à bestiaux. Non, 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 c'était pour nous. All across Europe, prisoners are sent to Auschwitz, enduring days of travel under the same inhumane conditions. And they loaded maybe 90 to 95 people to each cattle car. Women, children, babies, elderly. There was no families, of course, they want to be together. So you were all smooshed all, and they gave a bucket of water and a bucket for waste. And has that latch that closes. A horrible, horrible sound. When they locked the doors from the outside, we were in complete darkness. A crack in the wall was the only light we had. Et le train démarrait, alors démarrait, s'arrêtait, parce qu'il y avait des trains de voyageurs de Pologne qui passaient en priorité. Alors quand ça démarrait, le bro de besoin était vite plein. Alors quand il démarrait, ça se déversait, l'odeur épouvantable, pas d'aération.
It was so crowded that I sat down and I couldn't get up. If I got up, I wouldn't be able to sit, you know. There was that crowd, and there was absolutely no room. And of course, there was a bucket in the middle, which nobody used for a while, and then, of course, it got filled up with urine. The bathroom, yeah. Bathroom, yeah. And then the worst thing was that we didn't get any water for several days. So people went mad, literally. It affected their mind. Nous, on avait un transport spécial parce que des femmes avec des bébés, des vieillards. Alors, le seau s'était renversé, les vieillards qui mouraient, les bébés qui hurlaient, enfin. On était dans le train, les uns sur les autres, on faisait les uns sur les autres, et puis c'est tout. Et puis, vous savez, j'essaye que ça sorte de ma tête parce que je deviens folle. Nous sentions que nous partions pour un destin tragique. Par exemple, à côté de moi, il y avait un couple. La dame était enceinte jusqu'aux yeux, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle était tout de suite prête à accoucher. Mais sur les genoux, elle avait un enfant de 3 ans. Qu'est-ce qu'elle pouvait espérer, cette femme? Qu'elle partait travailler dans un bureau? Alors, c'est comme ça. L'idée du voyage sans retour s'installait. This went on for 4 nights, and a lot of people did not make it. Infants didn't make it because they didn't have milk, and mothers didn't have the milk to give them. And elderly people, they never made it. Were dying in the cattle car? In the cattle cars, they died. There was no way to sit. There was no way to lay down. There was only standing up and falling on top of each other, and approximately 25% of the people in the cattle car, when they arrived in Auschwitz, were either dead or dying. La dernière fois qu'on s'est disputé, mon père et moi, c'était dans le train pour aller se déporter. Il fait, Julia, toi, faut que tu vives, faut que tu racontes tout ce que... Tu racontes tout. Qu'est-ce que j'ai à raconter? Les horreurs que tu vas voir. Quelle horreur qu'on peut voir. Il fait, tu raconteras. Et il s'est dit, ils sont capables du pire, quoi. On est foutus, enfin. Exactement. Exactement, on est foutus. At the end of this unbearable journey, hundreds of thousands of deportees arrive in a horrific world governed by a merciless system. Those who cannot work, children under the age of 16, the elderly, or people with disabilities do not pass the selection process and are immediately exterminated. Alors là, quand on est arrivé, quand ils ont ouvert les portes, quand on a senti les odeurs, la fumée, on voyait des capots, enfin on savait pas ce que c'était, avec des costumes rayés, avec des matraques qui couraient après des gens qui avaient l'air de vrais squelettes. On ne comprenait pas ce qui... Alors, on nous a dit l'espérance de vie, pour quelques-unes, ça peut être de quelques mois, ça peut être de quelques jours, de quelques semaines. Vous savez, c'est des images qu'on ne peut pas oublier, hein. Quand on nous a déverrouillé les portes, on nous a demandé de sauter sur le ballast, et c'est commencé par t'étirer et respirer. Et c'était irrespirable ce qu'on sentait, ce qu'on reniflait, c'était la chair brûlée, ça puait, c'était... Et on cherchait où c'était. On était sur le crématoire 2. L'odeur de la cheminée, de la chair fraîche. Quand vous arrivez, vous sentez cette odeur, vous ne pouvez pas vous imaginer que c'est des êtres humains qui sont brûlés. Vous ne pouvez pas vous imaginer ça. Et vous l'avez compris à quel moment? Quand on me l'a dit. Ah. Parce qu'on ne peut pas comprendre. C'est pas imaginable. When the train stopped and the doors opened, there was Germans with their vicious dogs, with clubs in their hands, yelling, "Get out, you dirty Jews, and make it quick." They immediately separated men from women, older children. On voit arriver des hommes, on riait. C'est des déportés, mais ils sont un peu brutaux, ils ne nous parlent pas du tout. Et ils prennent toutes nos affaires et nous mettent dans les camions. Et nous, on doit passer devant l'Allemand qui est là. C'est ce qu'on appelle la sélection. Voilà. Alors, physiquement, j'étais en très bonne santé. J'étais blond, aux yeux bleus.
Alors tout ce qui se passe, c'est à la tête du client. Ou vous plaisez, ou vous plaisez pas. C'est comme ça. On a pris 110 hommes pour le travail, qui sont jeunes, enfin pas plus de 30 ans. Et j'ai appris par la suite que 80 femmes aussi n'ont pas été tuées. Voilà. Et tous les autres ont été gazés. We stood on the platform for hours and seeing thousands, seemed like multitudes of people. And then there was an announcement, all the people who just came in the last wagon go back again. So we went back into the wagon. In the wagon? And we went to Ravensbrück. And it's the only wagon that ever left Auschwitz that way. And the reason was because they had gassed over 10,000 Jews that day in Hungarian Jews, and there was no room in the gas chambers. Says everybody wants to work and is over 16. And then he screamed, "Get out, you lazy people!" Everybody didn't know what was going on, but he gave us a warning. A warning? But it was dangerous because the Germans stood there. We, as a 13-year-old, jumped off the train because it's very high, But elderly people or the ladies, they couldn't do it. They just shoved them off. And on the microphone, they were yelling, able men, one line, women and children, the other line. As we lined up, my father was between the able men, and I'm with my younger sister, my mother, my older sister, and myself, we're standing with the women and children. As we were standing in line, a man came over to us, to my mother. He says, "Listen, let him go to the man's line. If somebody is going to ask him how old he is, he should say that he's 18 years old and he's ready to go to work." And more that the guy is talking to my mom. My mom is holding my hand stronger and stronger. So I want to go back to my father. But the line was moving already. I never saw my dad anymore. And never saw your mom? My mom and my sister never saw them anymore. My mother took my little brother from me. She said to me, "Hold your sister." My sister was 4 years old. When I got out from the train, he cut my hand between my little sister, so I had to let go of her little hand forever. And then I heard my mother call out to me, "Don't cry, I will come for you later." That was the last time I heard her voice. Des petits enfants, ils pleurent, ils ont retiré des parents. Ils ont foutu des enfants, pardon, comme la mère. J'étais à gauche moi-même et je me ratais compte. Parce que je me disais, c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. J'avais très peur. Les fours, ça marchait jour et nuit. Je suis parti du comité d'accueil, le Canada. On était habillés en rayures, proprement, des vêtements bien qu'on avait à rayures, puis un petit chapeau. On sert à ce moment-là être figurant pour les rassurer qu'il y a des gens qui sont là, qui sont propres, qui présentent bien. On avait une mine qui n'est pas mauvaise. On vidait les wagons, on enlevait les paquets, on trouvait de la nourriture, on bouffait en vitesse. Les morts aussi, il fallait les descendre. J'ai peut-être vu passer, disons, 300 000 personnes. Came the selection. Who goes right, who goes left? Mengele was sitting always at a table,
and he was chain smoking. And he was like this, smoking. And this slum determined the fate of millions of Jews. You live, If he you die. turned left, Yashim, right? Good. My father says, this can go behind, that he won't notice it. He said, I shall go. Oh, that a kid is behind. But Mengele did notice it. He gets off from the table, comes over to me, and asks me, how old am I? I said, 17. She started to laugh. She says, obwohl in Dutch, in German. Ich weiß, I know that you're not more than 11. I wasn't yet 11. Come with your father. Le geste, la mort et la vie. Et je me suis mis un petit peu sur le pied de mon père pour me grandir un peu. Pourtant, il y en a qui avaient ma taille. Je ne sais, c'est par miracle qu'il m'a dit du côté la vie. Moi, je parle bien le yiddish. Ça ressemble à l'allemand. Alors, on m'a demandé quel âge tu as. Wie alt bist du? Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit 18 ans. 18 ans, pourquoi? Je ne sais pas. C'était pas mon heure, hein. Alors, ils m'ont dit, ben toi là. Si j'avais été là, je serais partie en fumée. Et le pire, c'est la désinfection. Il faut se mettre à poil devant tout le monde, devant les SS, devant la capode, où on se fait tabasser. Est-ce que vous pouvez imaginer quand on a 18 ans, 17 ans, 13 ans pour les plus jeunes, il y avait plein d'hommes de SS qui étaient là, de se foutre à poil, il fallait qu'on se mette à poil. On s'est fait tabasser parce qu'on ne voulait pas se déshabiller. La honte, l'humiliation, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce qui passe dans la tête. À force de ne pas vouloir, on s'est fait tellement tabasser et que quelqu'un a dit, bah, allez les petites J3, vous faites comme nous, vous vous déshabillez. Et c'est là, quand tu te retrouves toute nue devant tout le monde, parmi tes copines, parmi les gens que tu ne connais pas, la honte. Et là, tu es tondu. Il faut se mettre à la queue leu-leu, les unes derrière les autres. Il y a deux bons hommes en pyjama rayé. Il y en a un qui tient une tondeuse et l'autre qui a un bassin, une bassine avec des chiffons dans sa poche, qui te désinfectera, qui te mettra du crésil sur la tête, c'est l'horreur. Hein? Quand tu vois tous tes cheveux tomber, qui te fait lever les bras, qui te rase encore plus bas, la honte que ça peut... Qu'est-ce que tu... C'est atroce, c'est horrible. Et là, on nous a fait ouvrir la bouche parce qu'on n'avait pas des dents en or. Vous voyez? Et après, on a été sous la douche, mais on n'avait plus rien. Ni une serviette, ni ça. On était un corps nu, sans rien. Et là, on nous a donné des habits. Moi, je n'avais pas l'habit rayé. J'avais une jupe qui était trop grande et une chemise d'homme. Et des souliers d'homme qui m'ont blessée. Et moi, qu'est-ce que j'ai comme vêtement? Une robe du soir. Avec des chaussures à lacets, des semelles en bois. Et dans une chaussure, il n'y a pas de lacet. Alors c'est banal peut-être pour vous, mais pas avoir de lacet. C'est la peine des morts. Parce que par moment, vous marchez et puis ils se mettent à crier « Laufen, laufen, courez !» C'est là qu'ils nous ont tatoués. Mais Voilà. 159 637. 637. Voilà. Bien, toi, tu te rends compte des années qu'il a déjà? 173 708, je connais par cœur. Il faut le connaître en français et en allemand. Alors je disais 178, 108. Voilà. Ouais. C'est pas pour ça qu'il me voyait mieux. Hein. And I was between the first transport from Hungary. Not the first, the third or fourth transport to Hungary. That's why it's such a low number, 3913. Sure, I had to know. That was, we had no name, only had the number. On n'avait pas le droit de dire nos noms. Ça fallait dire en polonais 46 645. Voilà. Voilà. I was reduced to a number that represented a nothing. I was stripped of my identity, of my dignity. Et vous savez avec quoi ils ont fait ça?
avec un porte-plume, une encre indélébile et avec un porte-plume. Ça suppurait, il n'y avait pas d'hygiène. C'est quoi votre numéro? 78 660. J'ai pris plusieurs fois des numéros de loterie, mais j'ai jamais gagné. Bah, j'ai essayé. Qu'est-ce que je risque? At that much, we understood that besides the Gestapo doesn't want just to kill you. They want to dehumanize you before they kill you. Le deuxième ou le troisième jour, quand je suis arrivé, j'ai demandé les anciens qui étaient là, et quand est-ce que je vais voir mes parents? Ils m'ont regardé. Mes parents, mais quel âge qu'ils avaient, vos parents? Je dis, mon père, il a 65 ans et ma mère, 57 ans. Alors ils m'ont regardé. T'as vu la fumée qui sort de la cheminée? Je dis, bien sûr. Vos parents sont partis là-bas en fumée. Alors j'ai dit, c'est plaisanterie de mauvais goût. Absolument, je refusais de croire. Et puis, des jours passés, et puis sentir cette chair brûlée, cette fumée, machin, et je commençais à me poser des questions de la véracité de ce qu'on m'a raconté. Les fours crématoires marchaient déjà, ils sortaient des flammes. Alors il fait, on passera tous par là, et je te préviens, hein, Julia, tu vas toujours travailler, même si tu es fatigué, même si tu es malade, tu vas toujours travailler, et tu restes jamais au bloc. So I was asking, where is my father? The guy who's in charge, the blocker. And he says, you see that flame? You don't have any more parents. They were gassed and cremated within 2 hours' time from the time they arrived. And from now on, you should only thing you have in mind to try to survive. Mais quand on m'a séparée, je pleurais tout le temps. Alors, un jour, il y en a qui en avaient marre de me voir pleurer. Ils m'ont dit, mais Lucette, arrête. Ça suffit. T'es là, mais dans 1 heure, tu sais pas où tu vas être. Oh ben, j'ai dit non. Ben, ils m'ont dit, on a besoin de toi. Ah bon? Enfin, ils me disent, écoute, t'as encore un beau visage humain, t'as peut-être une chance. Nous, on n'en a plus. Des gens qui avaient 30 ans qui me parlent comme ça. Alors il me dit, on compte sur toi parce que quand tu vas sortir, alors tu vas te parler, tu vas dire comment ça se passe ici. Vous voyez, je remplis ma mission. On a vécu. Inutile de vous dire comment. Comment j'ai survécu, je n'en sais rien. It was a suffering of animals, that's all. That it had. People were dying, you know. You walked around, you see people dying. I remember from Holland, a transport from Holland came. 90% of them were dead. Moi, quand je suis arrivée au camp, j'avais 15 ans, donc je suis arrivée toute seule, je ne suis pas arrivée avec mes parents, je n'ai pas été séparée de mes parents, je ne les ai pas vus. On a toujours dans la tête de dire, oh, bah, ils ne sont peut-être pas passés par là, ils sont peut-être passés par un autre camp. Tandis que toutes ces femmes qui étaient avec nous, bah, elles avaient été séparées de leur mari à la sélection, elles avaient été séparées de leurs enfants, le moral n'était pas le même. Bah, vous savez, 1 heure après, quand on nous a dit les camions, ils sont partis directement au crématoire, elles n'avaient pas d'illusion à se faire. Hein. I was young. And, you know, if I was a woman with children there, it would have been a very different experience, you know. So I was lucky in that sense that I didn't have anybody to worry about, really. So I made connections in the camp, but it's not the same as giving up your child kind of thing. I mean, when I think about this day, what I would have done, I mean, it's inconceivable to me that I would have made it. You know, if you had to choose what child you'd save or you know,
things like that, yeah. On s'installe dans l'horreur du quotidien et on se dit, bon, bah, comme on sait qu'on va tous mourir, bah, nous, on voyait le soir dans ces fameuses koyas des personnes, on les regardait parce qu'on reconnaissait les signes distinctifs des personnes qui allaient mourir, hein, qui commençaient à gonfler, de l'œdème de partout. Alors on se disait, oh, bah, tiens, elle ne passera pas la nuit, puis le lendemain, bah, on charriait les cadavres, ça devenait... Mais c'est difficile de dire l'état d'esprit dans lequel on vivait. On finissait par ne plus s'apitoyer. Et puis, tous les jours, j'ai découvert quelque chose. Et alors, j'ai découvert avec ahurissement que les gens trouvaient normal de survivre un jour, une semaine, un mois. L'endroit, les autres prisonniers qui étaient là depuis un certain temps, on n'était rien. On n'était absolument rien. Qu'on soit mis à mort, on était des objets, on était un Stück, comme disait à l'époque, c'était un morceau de l'ensemble. In the camp, forced labor, cold, hunger, abuse, and so-called medical experiments caused death every single day. Off. Somebody came, but the block elders counted us 1,000,000 times, because if somebody died, you had to take them out, put them there. The death had to be counted, because otherwise they thought you escaped. Et quand il y avait les appels, alors c'était terrible, on restait des heures avec le froid, un froid. Il y a une déportée, là, on avait des couvertures en coton, vous savez. Elle avait arraché un morceau de couverture, comme ça. Elle se l'est mis autour du corps. Et l'Allemand, je ne sais pas comment il s'en est rendu compte, il a fait déshabiller, avec la neige, il a fait déshabiller, sabotage. On n'a plus revu. Le froid, la faim, c'est terrible. Ce froid de trembler toujours, vous savez, de trembler. Je crois que j'ai tremblé du 1er octobre jusqu'au mois d'avril. Je ne me suis jamais arrêtée de trembler du froid, vous voyez, un petit peu, voilà. À Auschwitz, vous tremblez parce que l'appel, il fallait se mettre sur des genoux. Il y avait plein de pierres par terre. Ça fait mal, ça. Personne n'a rien dit. Il sait qu'elles ont dit. Elle a tellement bâti qu'elle a resté sur le truc. Il ne fallait pas regarder avec la tête comme ça, mais la tête baissée. Il ne fallait pas lever la tête. Il fallait marcher, il fallait remarcher, il ne fallait pas s'arrêter. Alors toute la journée, le soir, vous êtes tombé de fatigue, de tout. Et dans des baraques, en plus, c'était froid. La neige est passée par des toits. Le capot, il rentre, allez, Aufstehen. Oh, ça veut dire levez-vous, Aufstehen. Et alors, il faut s'habiller vite fait, se laver si on peut. Et puis sortir, on sait l'appel, on pouvait rester 3 heures debout. Hein. Il y en a qui tombaient mortes. Hein. Quand on sortait du camp, il y avait de la musique, madame. Ah. C'était un vrai orchestre, 3-4 personnes qui jouaient de la musique. Et il fallait qu'on marche au pas, avec les chats qui couraient derrière. Dans chaque bloc, il y a quelqu'un qui vient dire, tous ceux qui sont musiciens, ils sont présentés au bloc numéro 5, je passe une audition et je suis admis. J'ai sauvé ma vie comme ça. Mais comment expliquer? C'est une chance, je vais presque mourir. Alors, l'orchestre, le matin, on se lève un petit peu plus avant les autres. Ceux qui doivent sortir du camp doivent sortir au son de la musique militaire, à 5, et en sortant, bits and up, ils font le chapeau, le retour au travail, la même chose tous les matins. Quand les déportés doivent rentrer, ils doivent rentrer au son de la musique, militaire, et tout et tout. Voilà.
on partait travailler, on donnait une pelle, une pioche chacun, et on partait en musique. Il y avait 4 personnes qui jouaient de la musique, et on partait travailler. Et là, alors, le terrassement, comme on voit, porter les pierres, les routes, vous voyez, jusque quand on travaillait, qu'on partait 2 par 2, il fallait porter la grosse marmite de soupe. Alors, les 2 premiers la prenaient. Alors, la pelle ou la pioche, plus cette marmite qu'il fallait porter de soupe qu'on distribuait à midi, quoi, avec une louche comme ça que l'époque. Je voyais des femmes après se jeter dans la marmite pour racler le fond pour manger et tout, vous voyez, un petit peu. Et le froid et tout. What about the food? What food? No, they gave you a piece of bread and little square of margarine for the day and a soup. If you got from the tap, there was mostly water. You wanted to get not the bottom, but when it was at least half gone. But you had to stand in line, and you couldn't always figure out to get it. But there were things, all kinds of things I learned, how to do that. And à Monowitz, quand j'y arrive, on va marcher sur une route pendant 7 kilomètres. Tous les matins, on se tape ça. Et là, on arrive dans le grand complexe industriel. Alors là, il y a plein de gens, de toutes nationalités. Alors moi, je suis affecté à travailler pour les usines IG Farben. Autrement dit, le camp nous loue pour travailler, pour la main-d'œuvre, pour les industriels allemands. Voilà. Et à Auschwitz, je me suis trouvé au bloc 7 où il y avait une espèce de fou furieux qui était le chef de baraque, où ça a été épouvantable. La nuit, en plein hiver, il devait avoir des insomnies, où c'était sa distraction, son passe-temps. Il nous guettait, et quand on se levait pour aller aux toilettes, pour n'importe quel prétexte, il nous faisait monter au grenier. Et les fenêtres étaient ouvertes, et là-bas, quand c'est d'hiver, il fait... des fois moins 20 ou moins encore, et on était à poil, il nous avait tout nus, il nous arrosait de seaux d'eau glacée, il fallait faire de la gym, ce qu'on appelait ça comme ça, et c'était Kniebeugen, vous comprenez l'allemand, non? Non. Kniebeugen, c'est genou fléchi. Endarforn, tendre les bras et sauter. Alors on est à poil, on crève de froid, on est fatigué, on est épuisé, on est affamé. On sait qu'on va mourir bientôt, parce que on nous le disait tout le temps, d'ici vous sortirez par la cheminée des crématoires. Et on est là, et on vit peut-être les derniers jours, et on saute, et ils nous arrosent, et ils nous tapent dessus. Et si on tombe, on a fait mal à un truc, ils nous attrapent, ils nous tapent dessus. Enfin, dans mon convoi, le convoi 55, il y avait une femme enceinte. Ça ne se voyait pas, elle est rentrée. Mais, elle a accouché. Bon, nous, on a surveillé, toutes les jeunes, on a surveillé les portes pour pas qu'il y ait un SS qui rentre. Et un SS a tendu piailler le nourrisson. À coup de crosse, il nous a... Pour rentrer, pour prendre le bébé et faire tirer au pigeon. Alors, voilà. Ça veut dire tirer au pigeon? Ben, hey, tire au pigeon, on envoie le pigeon, on tire. Ah. Ben, le SS a fait ça, avec le nourrisson. Et la pauvre, elle est rentrée à Paris, elle est devenue folle. Vous savez, pour survivre les camps, il fallait avoir du courage. Il y avait plusieurs camps dans le camp, et séparés par des fils électrifiés. Et notre camp
voisinait avec un camp d'hommes. Et il y a un homme qui a crié un nom ou un prénom. Et il y a une femme de notre équipe qui se met à courir vers cet homme. Elle ne devait pas savoir que les fils électrifiés, elle met les mains. There were escapes maybe twice or 3 times in that period. And that time, they brought us back from our regular work, from our shift, to watch the hangings. Of those who tried to escape? Yes, which was horrible, horrible. I was so sick, I couldn't speak. So I was taken to Lager F. Lager F was where Mengele and other doctors made these medical experiments. There I saw a colony of over 100 dwarfs, Beards, Payers, Stremler, Mamish, religious Jews. He made on them terrible experiments. So Mengele comes in, looks around and sees me. He says to the other doctors, I'm going to make an experiment on him. I look at the eyes of Mengele, like I look into your eyes. They are screaming, experiments on monkeys, not on me. You just can't imagine who was Mengele in Auschwitz. The biggest Gestapo generals were afraid of him. I was sure, in rage. He was going to shoot you. Not to listen to Mengele? A Gestapo is afraid, yes. The general of the Gestapo. They do it. And they looked at each other like for a minute or two. This minute or two in such a times is like an hour. You know, you're tense, yes. They walked out. He put us in one of those dungeons, the first experiments. He injected us with something in our eyes. He put us in one of those dungeons. They were this little, those dungeons. And we were 5 of us, so we were this close. What was he trying to do with your eyes? To change the color of our eyes, to make them blue. Because his goal was to make, after the war, Germany a blue-eyed and blonde hair, okay? He didn't care about the blonde hair because you can dye the blonde hair. And we didn't have hair to experiment on anyway. But he needed the eyes to change the color of the eyes. He wanted to know how, so he can make the whole country blue-eyed. So we were the guinea pigs. The last experiment he did on me was to take the number out because the SS were tattooed with the same ink under their left arm. And when they were losing the war, he didn't want them to be recognized, so he wanted to take it out. My arm was cut, like almost to the bone, to get it out. But mine is still in there, and it's now 80 years. So that's where the number was. Et combien qui sont tombés et qui... Non, madame, c'est trop dur. J'ai marché sur des cadavres. C'est pas possible. Moi, j'étais un petit garçon, je dirais pas que j'étais fragile, mais peureux, disons. J'étais bon pour les études, pour faire plaisir à tout le monde, pour aller faire les courses, pour bien travailler en classe, donc, j'étais pas dans un élément... J'étais pas préparé à ça, personne n'est préparé, mais... Je peux dire que moi, mon cerveau était complètement vide, 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 vide. Je faisais ce qu'on me disait sans penser
Moi, plus j'étais petite, moins on me remarquait, c'était ça, qu'on ne me voie pas, que je ne reçoive pas trop de coups, c'était ça. As the Russian troops approach, the Nazis evacuate the camp, taking with them those who can still stand. January 17, they announced we're marching, that we're leaving the camp. So that's where the death marches started. Anybody that could not march, anybody that stepped out of line was eliminated on the spot, on the side of the road. On nous a forcés de marcher à un rythme que personne ne pouvait suivre, au fond. Cette marche est entrée dans l'histoire sous le nom de la marche de la mort, parce que sur les 57 000 qui sont partis, quelques 19 000 sont arrivés dans un camp allemand quelconque. Les autres sont restés sur les routes. Il y en a beaucoup qui se sont couchés et qui sont partis d'eux-mêmes, d'épuisement, de faim, de maltraitement. Ils ne voulaient plus continuer. Il y avait un convoi qui s'étendait sur plus d'1 kilomètre de gens qui marchaient. On entendait les coups de feu parce qu'ils nous avaient dit « si vous n'avancez pas, ceux qui traîneront, on les abat ». Et effectivement, il y avait des cadavres aussi partout. Et on a marché pendant 3 jours. Et c'est le 2e jour que j'ai retrouvé ma mère sur la route. Vraiment par hasard, on s'est retrouvés. Sans ça, elle serait morte et moi aussi. L'une sans l'autre, on serait morte. Est-ce par le froid, est-ce par la fatigue ou quoi, par moment, qu'on sentait qu'il y en avait un qui fléchissait. Les autres le secouaient, le réveillaient un peu, et on continuait à avancer. Et là, il y avait une charrette, et à l'intérieur, c'était des femmes allemandes qui étaient dans le bordel pour les SS, pour les capots, pour enfin tous les cadres du camp. C'était des prostituées allemandes qui étaient venues travailler là. Et qui étaient chargées dans cette charrette-là, avec des manteaux de fourrure, des couvertures et tout. Et le professeur Weiss m'a jeté dans cette charrette-là. Les femmes m'ont tout de suite recouvert de couverture. Et je suis arrivé comme ça à Gleiwitz. Oui. À Gleiwitz, moi, je me suis tout de suite endormi dans la charrette. J'étais au chaud, j'étais au chaud et puis épuisé. Tout d'un coup, au milieu de femmes et de fourrure, quoi. Oui, ça vous changeait ça ne m'a pas dérangé. So January, February, East Europe, very cold winter, very, very cold. I came to the conclusion I can't continue. I can't continue. I might as well move out and I'll be shot. And as I made the decision to walk out, a young man comes over to me, and let me tell you, in this death match, nobody was speaking. So I was astonished. What has come? No, don't do that. I'll help you. So I said, what can you help me? You can slap me. What can you help? She said to me, you walk and put my hand on his shoulder, over his head, and he slapped me. Carried me. Carried you. So that's what he did. Another 2 or 3 days. Afterwards, after 2 or 3 days, even my right foot. SS comes over to me. She said, but I can't walk. He had on his belt a canteen. What a canteen is? Canteen, like a small bottle, yeah. Such a bottle, an army bottle, and he takes it off on his belt, gives it to me, sweet, hot, black coffee. And listen, believe me, I felt like I'm being resurrected, revived. The hot, sweet coffee went to my vein, every organ, and became rejuvenated. Upon their arrival at the camp, the Russian troops discover countless corpses, and among them, only a few thousand leaving dead. Not too many of us left because they all walked away, marched away. So, they came in, the Russian forces came about 2 hours later, after, when they were all dressed in white, I didn't know, I thought it was Germans, they were the Russian covered, and they walked in. They took us out. Et là,
on commençait à avoir des alertes, des bombardements. Et on nous évacuait en pleine nuit dans la forêt. Mais alors, quel espoir! Assister au bombardement en pleine nuit. Le ciel étoilé. Et là, le combat. Assister au bombardement alors que les bombes tombent autour de vous. Mais on s'en fout si on meurt ici, mais on meurt dans un combat, mais pas de leurs mains. Quand ils ont ouvert la porte, ils se sont reculés. Vous voyez, on était des morts vivants, des morts vivants. Et il y avait tellement de morts par terre, c'est les Allemands qui les ramassaient, ils les mettaient dans les camionnettes, comme du foin, comme n'importe quoi et tout, vous voyez un petit peu. Maintenant, je vais vous dire, il y aurait eu 48 heures de plus, je ne m'en serais pas sortie. Parce que là, je sais ce que c'est que se voir mourir. Quand j'étais à Bergen-Belsen, d'un coup, apaisée, vous voyez, j'étais comme heureuse. Donc, j'étais presque près de la mort, vous voyez. Vous êtes sentie partir? Partir, oui, mais heureuse, je souriais bêtement, vous voyez. Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu « vous êtes libre » et tout, que j'ai eu un sursaut. Et là, on a appris que la guerre était finie. Et moi, c'était juste le jour de mon anniversaire, le 8 mai 1945, j'avais 15 ans. Ah oui. Et le fait que d'abord qu'on soit libéré, que la guerre est finie, que ça tombe le jour de mon anniversaire, j'ai commencé à fondre en larmes, à pleurer, 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 pleurer. Et mes deux camarades, pour dire vulgairement, m'ont engueulé. Ils m'ont dit, mais la guerre est finie, et toi, tu pleures? Ah oui, oui. Et moi, c'était plus fort que moi. Tout ça, ça m'a remué comme tout. Enfin, bref, j'arrêtais pas de pleurer. Et là, moi, j'étais tellement complètement... Je me suis appuyé contre un mur, prostré, et puis là, je bougeais plus. Quand je suis arrivée à l'hôtel Lutetia, je ne savais pas où étaient les parents, s'ils étaient encore en vie ou pas. Et maman, elle est arrivée, le porte-monnaie dans une main, qu'elle tenait comme ça le porte-monnaie et le ticket de métro, et elle est rentrée dans l'hôtel Lutetia. Elle a dû demander où on était, elle a cherché, elle ne m'a pas vue. Moi, je ne l'ai pas reconnue non plus. Elle était passée devant vous, en réalité? Elle est passée, elle ne m'a pas reconnue non plus. Je pesais à peine 35 kilos, à peine 36 kilos. Alors, on s'est bien regardé pendant un moment donné et je lui ai dit « Maman !» Et là, on s'est écroulés l'une dans l'autre, on a bien pleuré. Et elle m'a dit « Viens, on part, viens, on sort ». Pas demandé, pas de taxi, ni rien. On a repris le métro. Voilà. Vous avez réagi comment? Alors, vous racontiez que votre non, père... pas du tout. Quand moi, j'ai vu mes parents effondrés, mon père pleurer. Mon père, c'était un grand bel homme, assis sur la chaise à me regarder, si c'était bien moi, s'il me reconnaissait bien, pleurer. Moi, j'ai jamais raconté aux parents, jamais. Ils étaient trop malheureux, ils ont été trop malheureux, donc c'était pas la peine de remettre une couche. J'ai jamais raconté aux parents. J'ai eu le choc de ma vie quand j'ai vu maman. Je ne l'ai pas reconnue. Je ne l'ai pas reconnue. C'était un cadavre. Un cadavre. La pauvre. C'est pas facile. Quand vous sortez de Birkenau et que vous n'avez pas de nouvelles de vos enfants ni de votre mari et que vous devenez que vous ne pouvez plus marcher. Comment elle a réagi, votre mère, en vous voyant? Elle pleurait.
Elle vous a reconnu, elle? Oui. Elle était... Elle qui était si jolie. Un cadavre. Comment, en 9 mois, comment on peut détruire quelqu'un? Alors, on nous donnait à manger, on nous gavait. On ne pouvait pas, on allait vomir tout de suite. Et puis, on nous mettait dans une chambre où il y avait un lit. Alors, on grimpait dans le lit avec ma mère. Et puis, on attendait qu'ils sortent de la chambre. On descendait, fermait la porte à clé. Et on se couchait par terre. On ne pouvait plus coucher dans un lit. Et vous savez, je ne pouvais pas dormir dans le lit. Il fallait que je dorme par terre. Et les 200, il y avait 2 services. Mais ils étaient là aux 2 services. Ça, je me rappelle. On avait faim. Moi, je ne pouvais pas manger, mais vous savez, il y en a beaucoup qui sont morts parce qu'ils ont mangé. Ils ne pouvaient pas. Il fallait se réhabituer. J'étais 2 mois à l'hôpital. Je me rappelle, tous les jours, on me donnait une petite cuillère avec de la viande hachée crue de cheval à l'hôpital. Pour essayer, mais je faisais 28 kilos. C'est la toilette que ma mère est rentrée en France. On l'a habillée pour qu'elle soit... Là, elle est propre parce que je l'ai mis à la machine, hein, parce qu'autrement, elle avait l'odeur du camp. Je ne pouvais pas rentrer dans mon débarras. Ça sentait l'odeur du camp. C'était imprégné, le pourri. Le poisson pourri, vous savez ce que c'est? Ouais. Même l'eau que vous buviez là-bas sentait le pourri. Tout sentait le pourri. Je suis arrivée ici, c'est ma mère qui m'a ouvert. Voilà. Là encore, j'ai un mauvais souvenir parce que, vous savez, les sentiments, j'en avais plus, moi, personnellement. Donc, quand ma mère m'a parlé qu'on devait lui donner des nouvelles de papa et de Gilbert, presque alors que j'étais presque... j'étais tellement mal que je voulais... j'avais plus de force. Du coup, ça m'a donné des forces pour lui dire méchamment d'ailleurs, mais non, tu n'auras pas de nouvelles. Papa et Gilbert ont été gazés et puis on a brûlé leur corps. Je ne sais même pas ce qu'elle a compris, gazer, réaliser ce que ça voulait dire, mais brûler leur corps, ça a dû être terrible pour elle. Mais moi, je ne me rendais pas compte de ça. Je n'ai jamais eu de remords. C'est après que j'ai eu des remords. Mais c'était trop tard, hein. Moi, je sais que personnellement, mes sentiments, je crois, sont restés au camp. Je sais plus ce que c'est que pleurer, hein. C'est terrible, ça. La larme à l'œil, pour moi, j'en ai pas. Eh bien, quand on est revenu à l'hôtel du Tessia, quand on a été rapatriés, ils ont eu de la chance de retrouver leur famille. Ils sont rentrés chez eux avec un ticket de métro, puis un petit, je ne sais pas combien d'argent ils ont donné à l'époque, mais pas grand-chose. Et puis, moi, personne n'est venu me chercher, hein. Tout le monde a été arrêté, déporté. Il me restait juste mon frère, lui, qui était dans l'armée, quoi. Vous aviez combien de frères et sœurs? Nous étions 7. 7 frères et sœurs? Et donc, quand vous êtes revenu à Paris, vous n'aviez plus rien? Non. Non. Alors finalement, j'ai traîné comme ça dans Paris pendant quelques temps, quelques mois, puis après j'en ai eu marre. Je ne trouvais pas de solution. Alors, j'ai fait une tentative de suicide et je me suis retrouvé dans un hôpital psychiatrique. Après tout ça... J'ai eu un parcours spécial, hein. Ils ne sont même pas rentrés au camp, ils ont été directement dans les chambres à gaz. Tous? Tous. De 6 ans, de 8 ans comme mes frères, aucune chance de survie. C'était directement la chambre à gaz? Directement la chambre à gaz. Next to our house was a big oak tree named in the Bible as Eitz Chaim, a tree of life. That tree of life had 105 branches, and each branch was for the name of a member of our family. And in the end, there was only one branch left.
Me. Bon, je vous dis, je suis d'une famille de tant de personnes, je suis tout seul. Comment? Le sort a voulu que je sois resté vivant? Je ne sais rien. Quand j'y pense, je voyais maintenant, j'ai la chair de poule qui me revient. C'est comme si j'avais un froid. Nous, on est arrivés comme un cheveu sur la soupe, hein, ils ne nous attendaient pas. Moi, quand je suis retourné après la guerre à Belleville, j'ai commencé à vouloir... Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. On lisait l'incrédulité dans leurs yeux, ils ne voulaient pas nous croire. Et puis finalement, on a presque été traumatisés d'être des survivants en disant vous êtes revenus si peu nombreux, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, il y avait un doute sur nos histoires en disant de suspicion. Ah oui, oui. Beaucoup ne voulaient même pas nous croire. Ils ont dit tiens, les Meshuggah. Ah ouais, ils vous prenaient pour des fous. C'est les Meshuggah. Quand on lui parlait de chambres à gaz, des horreurs qui se passaient des fois sur la rampe, il nous dit il est Meshuggah. Les gens normaux ne peuvent pas comprendre. Ça ne s'explique pas non plus. Il n'y a pas moyen d'expliquer ni la Shoah, ni le comportement des Allemands, ni certainement un camp d'extermination. Ça ne s'explique pas quand même. Il y a seulement moyen de raconter un peu. Et encore, tu racontes. Et des fois, quand je raconte, j'ai l'impression que c'est pas moi. Vous savez, il y a beaucoup de gens, oh, c'est passé, il ne faut plus en parler de ça, oh là là, c'est loin maintenant et tout. Alors j'ai dit, oui, c'est loin. Ta mère est avec toi, ta mère et ton père, tu l'as eu. Moi, ils sont morts comme ça. Ah, mais n'en parle pas, ça te rend mal. Vous voyez un peu, il ne fallait pas en parler, voilà. Mes tantes et mes oncles, ils disaient, faut oublier, comme si ça pouvait s'oublier. You can't leave it behind, it just won't let you, so. And I have a lot of sticks that go, you know, like, for instance, I don't wear stripes. I don't wear stripes clothing. When I go, this is crazy. When I go to the supermarket, I don't select fruits. I don't go for the best. I just take what's on top because of Mengele, because of selections. I cannot enter into selections. So I have sticks like that. I wanted to take it off. The guy said, I have to cut the skin and take it out. So he says, you're better off to cover it. So I cover it. It cannot be easy because you live with it. It's not easy because it comes back in the dreams. At night? At night. And you miss a lot of things, you know. You miss, you have no family, you know. You have to now start a new life and everything. J'avais des cauchemars. Les mêmes cauchemars, tout le temps, un édredon immense qui me couvrait. Je voulais étrangler ma femme. J'ai rêvé qu'on voulait me piquer mon morceau de pain que j'avais. Alors je te l'attrapais, puis je serrais fort pour l'étrangler. Et vous savez, des fois la nuit, je suis à Auschwitz. Et quand je me réveille le matin, si vous voyez mon lit, un champ de bataille. Bien, ça n'a jamais disparu parce que pendant des années, j'ai fait un cauchemar récurrent parce que dans ce cauchemar, je me voyais arriver sur cette rampe, vous savez, sur cette ligne de chemin de fer, sur le quai, avec deux de mes enfants, en disant « Mais comment je vais m'en sortir avec mes enfants ?» en sachant ce qu'il allait advenir. Et évidemment, vous vous réveillez en sursaut dans ces cas-là, mais enfin, ça a duré des années de faire le même rêve. Enfin, c'est un rêve. You and your wife were both Holocaust survivors. Do you think this is why you decided not to have children? It was one part of it. One part. One part. The damage was mentally too far. It would be a big problem to raise children. Mais ce qui s'est passé chez nous aussi, je ne voulais pas. Si ça n'était pas mon épouse, je n'aurais pas fait des enfants. Hein. J'avais une peur atroce que ça ne revienne. Je ne voulais même pas
Moi, si ça avait été moi, franchement, ils n'auraient pas su que j'étais juif. Je me suis retrouvé en France, je dis non, je vais plus jamais revivre ce que j'ai vécu. Bon, ben, j'ai rencontré mon épouse, elle n'a pas voulu. J'ai refait parce que la vie vous oblige, si vous, ou bien vous l'abandonnez et vous vous fichez en l'air, comme on dit vulgairement, ou bien vous continuez, vous êtes obligé de vivre comme un homme. Voilà. Derrière moi, il y avait un fossé énorme dans lequel étaient engloutis tous les miens proches, mais des millions en plus d'autres. Ils étaient dans cette fosse-là derrière moi. Et j'avais la sensation vraiment très précise, c'est que si je regardais dans cette fosse, je me sautais dans la fosse. C'était vraiment pour moi une sensation de danger, de suicide. Et par conséquent, je m'étais imposé, comme un cheval, où on met des œillères, de ne pas regarder ni en arrière, bien entendu, même sur le côté, et que regarder droit en avant. Voilà. Salut, mon petit-fils grand. Comment tu vas? Bien, toi. Oh, quelle histoire. Ça. Now here, I came with 100. Wow. You didn't see this picture? It's just all of it. amazing. So All of- this is My your children, kids, your yeah. grandkids, and your And great-grandkids. And not How all many of of them. you? Here is 100, but another 10 couldn't come. But this is 100, and this is Auschwitz. And here, I and my mother, my wife, and here my children, grandchildren, great-children, 100 people. Ma petite beauté, t'as bien dormi, ma chérie? Oh là là, quel mignon. Alors, les arrière-petits-enfants, c'est quelque chose, pour moi, d'exceptionnel, parce qu'en fait, c'est vraiment mon pied de nez à Hitler. C'est là la transmission, et eux, je leur transmettrai. Je suis retournée à Auschwitz au bout de 53 ans. Je suis retournée avec mon fils et ma fille, et quand j'ai vu ces rails et ces ruines de crématoires, j'ai senti quelque chose. Tout d'un coup, j'ai senti que je n'avais plus peur de la mort. Je ne sais pas comment ça sera. Et puis, j'étais dans un état second. J'ai senti que je pouvais accompagner des gens à Auschwitz. Et depuis, je n'ai pas arrêté non plus d'accompagner des gens. La première fois, quand j'y étais, j'ai eu peur. J'ai dit, je vais avoir des réactions, je vais m'écrouler, ça va... J'ai rien retrouvé du tout de mes souvenirs. Rien. Maintenant, il n'y a rien. Et si vous êtes tout seul, vous ne ressentez rien. C'est sûr. Vous n'avez que des ruines. Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Moi, quand je suis avec les le pas que vous venez de faire, vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un qui est tombé sous les coups d'un capot ou d'une blokova. Je leur donne des petits détails qui font que ça vit. Mais si vous allez à Birkenau, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien à voir. Il y a à ressentir. Et quand vous êtes tout seul, ben, vous ne ressentez rien. Dans peu de temps, on ne sera plus là. Et c'est vous qui serez le seul en disant « j'ai entendu, j'ai vu un témoin qui a vécu cette période et il nous a transmis ». Et bien sûr, il y a des livres d'histoire, etc. Mais ce n'est pas la même chose qu'un vécu. Vous allez devenir le témoin du témoin que je suis. Attention, vous avez un rôle très important. 80 years after the liberation, hardly any survivors have the strength to make the journey. What do we feel at Auschwitz without the presence? Together with Sophie and a small group of descendants of Holocaust survivors, we decided to go there in person to find out. Vous voyez à droite, les rails qui ont 1 million de personnes.
Je suis venue avec beaucoup de survivants. Quand on est allé visiter avec eux, c'était leur premier retour. On marchait, je pense qu'ils étaient tellement émus. Je me rappelle que ma grand-mère, elle me broyait presque la main. Moi, donc la seule unique fois où je suis venue, c'était avec Jacques. C'était avec un déporté. Et en fait, tout ce qu'on a vécu, c'était grâce à lui. Donc toi, tu as vécu avec des témoins, moi aussi. Sans, ça se passe, quoi. Ouais. Oui, carte d'identité, n'oubliez pas, et on va vous vérifier aussi comme à l'aéroport. In the camp, without the presence of those who lived through the worst, how can one imagine the unimaginable? To still have them with us in some way, we brought along excerpts of the testimonies we collected. Je vais vous parler de la honte. Qui peut mieux en parler que quelqu'un qui était là? Moi, Birkenau, pour moi, c'est la saleté, c'est l'odeur, c'est la foule, c'est les déportés qui, ça grouille, ça court, ça crie, on frappe, les coups, c'est ça, Birkenau. Et puis alors ici, il y avait le chef des chiottes, aussi avec une trique. Il fallait aller vite. Quand on avait très très froid, on se serrait l'un contre l'autre, l'un des fois même sur l'autre pour essayer de se couvrir. Il faut se mettre à poil devant tout le monde, devant les SS, devant la capode, où on se fait tabasser. La honte, l'humiliation, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce qui passe dans la tête. I would have never believed that anti-Semitism will raise its ugly head in my lifetime the way it is happening now. Et maintenant, les réflexions qu'on entend dans les rues sur les Juifs et tout, vous voyez que ça fait plaisir. On se dit, c'est pas possible, ça va revenir. C'est tout, ça fait juste mal au cœur, en se disant, tout le temps, on a dit jamais, plus jamais ça, ben plus jamais ça, c'est pas garanti. Nicolas, Ginette, Shlomo, Esther, Jean, Marie, Yvette. Today, only a very small number of survivors from the concentration camps remain in the world. Since this filming, many of these witnesses have passed away. History is fading, and anti-Semitism is once again ramping up. What will happen when the last survivor is gone?